Donc je m'appelle Jean-David Barr, je suis l'un des fondateurs d'une plateforme de financement participatif qui s'appelle We Do Good. Mais je suis là surtout parce qu'avec We Do Good, on a développé un petit outil qui permet aux entrepreneurs et à tous ceux qui les accompagnent de se repérer dans la jungle du financement participatif qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr. Donc j'aurai des petits flyers pour petite aide-mémoire si vous souhaitez tout à l'heure. L'idée, c'est surtout de parler plus globalement du financement participatif et où on en est. Avec la question qu'on m'a mis comme problématique, que Marie-Hélène et Yann m'ont mis comme problématique, qui était est-ce que le financement participatif, c'est un financement comme les autres finalement, et où est-ce qu'on va si on regarde du coup vers l'avenir. N'hésitez pas à m'interrompre à tout moment si vous avez une question, une précision, un témoignage à apporter. On est vraiment là pour échanger. Et puis je vais essayer de vous apporter le maximum d'informations utiles ou en tout cas de nouvelles perspectives pendant ces 40 minutes. Donc, petit rappel rapide du financement participatif, de quoi on parle? On parle de faire participer tout un tas de souscripteurs, de contributeurs au financement d'un projet. On retrouve sous différents noms, hein. On parle souvent de crowdfunding, donc financement par la foule. En français, le nom retenu, c'est plutôt financement participatif. C'est une nuance importante parce que ce n'est pas forcément la foule qui finance des projets. D'ailleurs, de quelle foule parle-t-on? Au Québec, ça s'appelle le socio-financement. C'est encore une autre façon de voir les choses. Et ce sont des modes de financement qui sont devenus significatifs en France. En l'occurrence, si on reste sur le périmètre français, ça représentait 1 milliard d'euros. On a franchi la barre des 1 milliard d'euros en cumulé en 2020. Donc c'est beaucoup. Le capital investissement en France, c'est plutôt de l'ordre de 100 millions d'euros. Les business angels, c'est de l'ordre de 50 millions. Voilà. On est sur des échelles... Non, pardon, le capital innovation, c'est 1 milliard. Donc on est sur les mêmes ordres de grandeur. Et les business angels, c'est 50 millions. Ça devient représentatif. Est-ce que pour autant, ça rentre dans un financement comme les autres ou pas? On va le voir. Petit rappel, alors c'est un atelier spécifique que j'organise sur les différents modes de financement, mais je fais quand même un rappel parce que c'est important. Ici, c'est qu'on ne parle pas d'un type de financement participatif, on parle de différentes catégories de financement participatif. On a la grande famille du don. Désolé, je parle un peu vite et je m'étouffe avec mon masque. Donc on a la grande famille du don, le don sans récompense ou avec récompense. Pour des créateurs d'entreprises, ce qui va surtout marcher, c'est la prévente, don avec contrepartie prévente. Ce sont les plus connus. C'est là qu'il y a le plus de projets. Ulule, KissKissBankBank, Kickstarter sont des plateformes que vous connaissez sans doute. Ça représente à peu près, le don, ça représente à peu près 20%, 200 millions sur le financement participatif. Vous avez la famille de l'investissement. Donc là, on a des personnes qui viennent mettre de l'argent et qui espèrent bénéficier du succès des projets qu'ils financent. Donc il y a vraiment un intéressement financier à la réussite. Ça représente à peu près 50 millions, donc 5% seulement. Avec soit l'investissement contre royalties, ça c'est ce qu'on fait spécifiquement chez We Do Good. Donc on est sur un investissement où les investisseurs vont avoir en échange un pourcentage du chiffre d'affaires du projet qu'ils ont financé. Donc ce n'est pas du prêt, ce n'est pas du capital, c'est vraiment un contrat intermédiaire où ça permet à l'entreprise d'avoir un paiement qui est flexible, qui dépend du chiffre d'affaires qu'elle fait vraiment, sans diluer son capital. C'est ça vraiment l'intérêt. Et puis on a l'investissement en capital. Investissement en capital classique, sauf que ça passe par des plateformes et donc il y a beaucoup de contributeurs. Et on va s'arrêter là pour ce qui concerne les créateurs d'entreprises, parce qu'après, quand on passe sur le prêt qui représente 75% des volumes, 750 millions d'euros, eh bien, on est sur des entreprises qui sont déjà lancées. Pour passer sur les plateformes, alors ça va très très vite, hein, mais pour passer sur ces plateformes-là, il faut avoir déjà plusieurs bilans positifs, certains seuils de chiffre d'affaires, ça dépend des plateformes. Certaines vont demander 500 000 euros de chiffre d'affaires, d'autres 1 million. On n'est plus sur les créateurs. Donc en fait, le financement participatif, ça se réduit pour les créateurs. Le don sans récompense, c'est plutôt pour le milieu associatif, dans une logique plutôt humanitaire ou solidarité. Et donc on va rester entre le don avec récompense et l'investissement en capital. Ces différents modes de financement peuvent intervenir à plusieurs moments de la vie d'entreprise. Une entreprise peut faire appel à plusieurs financements participatifs. Et en fait, c'est un peu de la gauche vers la droite, hein, dans le niveau de maturité de l'entreprise et aussi en termes de montant. On va être sur du 5 000 euros en moyenne, dont avec récompense. En royalties, on va être autour de 50 000 euros en moyenne. Et puis en capital, ça va plutôt être autour de 500 000. C'est un ordre de x10 à chaque fois. Ce ne sont pas les mêmes projets.
pas les mêmes montants. Vous connaissiez ces modes de financement, c'est clair pour vous, j'ai dit? Oui. Exactement. Le don avec récompense, ça regroupe à la fois des récompenses qui sont parfois symboliques, une tasse de café, un t-shirt, des choses comme ça, ou bien effectivement en pré-vente. Et pour les créateurs d'entreprise, c'est plus pertinent quand ils peuvent le faire en pré-vente. Parce que sinon, ils se dispersent à devoir produire des contreparties qui n'ont rien à voir avec leur métier. Et donc, ça marche surtout en B2C. Quand on est en B2B, il faut directement aller regarder plutôt du côté de l'investissement, parce que vous pouvez donner une contrepartie financière à toute personne qui croit à votre projet. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir votre client en face. De quoi on parle encore? Qui sont les contributeurs? Qui est cette foule? Donc, il n'y a pas de foule. Je le dis directement, il n'y a pas de foule de gens qui attendent de mettre de l'argent sur des projets. Donc on va se retrouver à la croisée en fait, de différents types de souscripteurs, contributeurs, qui vont être les réseaux personnels en premier lieu, mais aussi les réseaux professionnels et parfois même les gens à qui on travaille directement dans le cadre du projet. Le plus simple à envisager, c'est sur les contreparties, justement la prévente. Ce sont vos clients, en fait. Vous essayez de valider votre marché avec vos premiers clients en B2C. Vous pouvez aussi le faire en B2B sur l'investissement. Sur WeDoGood, on a des entreprises qui font investir leurs clients, leurs fournisseurs contre des royalties. Ça fait un partenariat financier. Tout le monde est intéressé au développement du chiffre d'affaires. Et donc ces gens-là, il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Et en fait, pour aller les chercher, il faut générer de la confiance. Ce sont des gens qui vous connaissent, en fait, quand vous êtes porteur de projet. Sauf qu'il faut aller les chercher de manière méthodique. Je superpose ça volontairement, ça fait un schéma un petit peu complexe, mais en fait, quand on fait du financement participatif, on part du premier cercle, on part des gens autour de soi, et grâce à eux, on va pouvoir dire « Hey, regarde, un tel a déjà financé mon projet. Et du coup, est-ce que toi aussi tu veux rejoindre ?» C'est beaucoup plus facile. J'utilise toujours l'anecdote avec les porteurs de projet du restaurant. Vous voulez aller au restaurant ce soir, vous avez deux choix. Vous arrivez dans une rue, il y a deux restaurants, il y en a un qui est plein, l'autre qui est vide. Bon, il est fort probable que vous choisissiez celui qui est plein, s'il reste de la place. Celui qui est vide, il n'y a pas d'ambiance, peut-être que c'est pas bon, c'est bizarre qu'il n'y ait personne, vous passez votre chemin. Donc il faut remplir au niveau de la terrasse, devant les fenêtres, comme ça on attire les passants. Et éventuellement, on va aller toucher des gens qui sont plus éloignés, des gens qu'on ne connaît pas, au-delà de ses propres cercles. Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire réussir en financement participatif ? Pas de problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, par exemple, avoir une entreprise qui tourne déjà. Bon. Là, c'est un exemple sur du prêt. Le prêt, ça concerne peu les créateurs. Les entreprises qui vont sur du prêt, ce sont des entreprises qui ont déjà un certain niveau de chiffre d'affaires, qui sont sélectionnées et qui vont être financées, en l'occurrence sur October, à 50% seulement par des particuliers, puis à 50% par des fonds institutionnels. Des banques, des assurances partenaires qui vont mettre... parce qu'ils délèguent en fait à October leur scoring crédit. C'est ça l'idée. Des entreprises qui ont déjà plus de 3 ans. Au moins 3 ans, parce qu'elles ont déjà une rentabilité aussi depuis 3 ans. Ça peut être, pour réussir, ça peut être avoir déjà une communauté, beaucoup de visibilité. La Tribu, c'est une entreprise, c'est une marque collaborative. Ils conçoivent leurs produits dans le commerce équitable avec leurs consommateurs, leurs clients. Quel packaging, quels fournisseurs on choisit, quel prix on fixe pour que les marges soient respectées. Et ça avait tout leur sens pour eux d'engager cette communauté dans le financement du projet, d'être intéressés à son développement. Ça marche aussi quand on est sur de la presse. Peut-être certains d'entre vous connaissent Socialterre. Socialterre, c'est un magazine qui est spécialisé sur tout ce qui est transition écologique, sociale et entrepreneuriat social, impact. Eux, ils vont financer chacun de leurs hors-séries directement sur Ulule. Chaque fois, ils vont faire des précommandes, mais ils ont une communauté de lecteurs qui est assez importante, qui leur permet de les remobiliser à chaque fois pour leur dire voilà le prochain hors-série, avec une logique un peu événementielle pour les mobiliser. Quand on a une personnalité aussi, ça aide. Par exemple, le film Demain, avec Mélanie Laurent et Cyril Dion, forcément, quand on a des personnalités qui sont capables d'un tweet ramener des dizaines ou des centaines ou des milliers de personnes sur une campagne, forcément, on arrive plus facilement à réussir une campagne de financement participatif. Ça peut être bien pour des entreprises qui maîtrisent déjà le e-commerce. Exemple 2083, ils font des lancements de produits, le jean, les chaussures, sur Ulule en l'occurrence. Et là, on n'est plus vraiment dans une logique de céder à se développer. Même si eux l'ont fait au début,
Ensuite, c'est devenu, on remobilise une communauté et en fait, on fait un lancement produit. Et Kickstarter, par exemple, sur des produits plutôt techno, c'est exactement ça. Et là, côté porteur de projet, en fait, on se dit si je fais un lancement produit et pas je cherche un petit financement pour m'aider à me lancer, en fait, il faut réfléchir quel budget je mets dessus. Et en fait, c'est un budget de campagne e-commerce, en fait. Donc, pour des marques plutôt établies, qui viennent régulièrement faire des bonnes levées de fonds. On peut réussir parce qu'on propose un produit d'investissement sécurisé. Et ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure sur l'investissement l'investissement en financement participatif, il y a à peu près 50 millions d'euros, bah, c'est majoritairement de l'immobilier, en fait. Donc il y en a très peu qui concernent en réalité les porteurs de projets. Les porteurs de projets, en tout cas, autres que de la promotion immobilière. Ça marche aussi très bien sur les énergies renouvelables. Et donc, par rapport à tout ça, réussir en financement participatif, finalement, c'est pas faire participer la foule. C'est construire et mobiliser une communauté. C'est mobiliser une communauté qu'on a déjà, du coup, au moment où on lance le financement participatif. Et peut-être qu'on va l'agrandir et qu'on va, au passage, réussir à mobiliser d'autres personnes. Mais au départ, c'est vraiment partir d'atouts qu'on a déjà. Ça veut dire qu'il y a plein de porteurs de projets. S'ils répondent à aucun des exemples que j'ai donnés là, le financement participatif, c'est pas forcément adapté pour eux. Alors bien sûr, j'ai donné des exemples avec des grandes tailles de communautés, etc. Une communauté, ça peut être aussi une cinquantaine de personnes bien motivées par le projet qui ont envie de le soutenir. Mais quand je rencontre un porteur de projet, l'une des premières choses que je lui dis, c'est avant de décider de venir sur une plateforme de financement participatif, déjà, il faut identifier la bonne. Et puis, avant de choisir vraiment de valider, en l'occurrence avec nous, faites un petit sondage autour de vous. Commencez à évaluer la capacité d'investissement des gens autour de vous. Parce que si vous n'avez pas une base, de toute façon, pour commencer à remplir votre restaurant, vous n'arriverez pas de toute façon à toucher des inconnus. Ou alors, vous arriverez à le faire, mais plus tard, du coup, quand vous aurez de quoi proposer un investissement sécurisé, que vous aurez une personnalité qui arrive dans le projet, que votre produit tourne depuis des années, que vous avez du budget pour aller chercher d'autres gens. Donc ça ne sert à rien. Et en l'occurrence, du coup, c'est pas un financement de rattrapage, le financement participatif. C'est pas je n'ai pas d'autre financement, j'y vais parce que je vais compléter mon plan de financement, ou que je veux d'ailleurs communiquer en même temps pour mobiliser une communauté un peu plus large. Oui, et nous, on le recommande systématiquement à partir d'un certain moment dans la campagne. C'est très variable. Bah, l'idéal, c'est d'avoir quelqu'un qui soit vraiment convaincu par le projet, qui ne va pas forcément se faire rémunérer dessus. Ce qui peut se défendre pour les porteurs de projets, surtout quand ils sont en démarrage et que leur projet est encore petit, mignon en quelque sorte. C'est plus facile de demander un petit soutien à quelqu'un qui va être dans la même veine ou qui va comprendre bien les valeurs du projet. Sinon, les modes de rémunération, ça dépend de chaque... Ça, je ne le gère pas en direct. Mais oui, à partir d'un certain moment, ça a bien décollé. On se dit, là, c'est le moment où on peut montrer à des inconnus qu'on a déjà des gens qui nous soutiennent, et notamment des figures un peu connues, on va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, le financement participatif, ce n'est pas un financement de rattrapage, c'est un financement qui va venir s'imbriquer dans un plan de financement si on répond à ces critères et qui va venir s'imbriquer avec d'autres financements. Et ce qui va être essentiel pour le porteur de projet, ça va plus être de se dire bon, est-ce que je fais du financement participatif ou est-ce que je vais boire la banque ou est-ce que je fais un prêt d'honneur. Non, c'est lesquels de tous ces financements et des subventions disponibles, etc., sont possibles pour moi, à quel moment et comment je les enchaîne efficacement. Ça va être devenir ça, en fait, la logique autour du financement participatif. C'est une brique et en fait, la problématique, elle monte tout de suite d'un cran au niveau du financement de manière générale. Certains projets vont être éligibles à certaines subventions, à certains types de financement participatif et peut-être à des prêts d'honneur, mais pas forcément à l'investissement en capital parce qu'ils sont dans le SS ou parce qu'ils sont trop jeunes, par exemple. Et puis toute l'idée, ça va être d'équilibrer les ratios. Est-ce que j'ai suffisamment de capitaux propres? Est-ce que mon niveau de dette est raisonnable? Est-ce que je mets au milieu des royalties pour faire un peu d'équilibre? Qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher comme subvention? Est-ce que je fais de la prévente pour financer mon BFR? Toutes ces questions doivent se poser, en fait, et du coup, la problématique, elle devient en fait beaucoup plus complexe. Surtout que toute partie prenante devient un financeur potentiel.
Le financement participatif, je vous disais au début, bon, réseau professionnel, réseau personnel, les clients, les fournisseurs. Mais en fait, maintenant, on peut se dire que n'importe qui peut devenir un financeur. Quand on fait sa campagne de financement participatif, ça devient très clair. On se dit, bah, en fait, toute personne que je croise, je peux lui proposer de participer. Après, elle le fait ou non. Il ne faut pas lui en tenir rigueur si elle ne le fait pas. Il ne s'agit pas de gâcher des relations. Mais elle peut avoir envie de participer parce qu'elle aime bien mon produit et qu'elle va le précommander. Ou bien parce qu'elle croit en mon projet et que même si ce n'est pas du coup une prévente et que c'est un investissement financier, elle a envie de me soutenir et elle croit au fait que ce projet, ce produit, il a du sens. Et donc à partir du moment où on élargit, alors là ça devient le fouillis total. Et on ne sait plus qui fait quoi. Premier exemple, ça c'est Ulule. Et Ulule dit, on n'arrive à rien lire hein, sur la projection, mais Ulule dit qu'ils sont le premier incubateur participatif de projets à impact positif en Europe. Je ne pense pas que l'un d'entre vous, si j'avais demandé qui est Ulule, m'aurait dit c'est le premier incubateur de projets à impact positif en Europe. Ulule élargit son métier pour aller faire de l'accompagnement. Ils le font comment? Ils le font en accompagnant sur la campagne de financement participatif, bien sûr, mais ils mettent aussi en relation avec des partenaires qui vont venir faire des appels à projets sur Ulule et pour dire, on va faire une thématique alimentation durable, par exemple, et puis tous les projets retenus, ils auront le droit à un accompagnement d'accélération avec, je dis n'importe quoi, Danone, ou voilà. Et bon, Danone, c'est plus leur sujet trop en ce moment, ils changent de stratégie, mais ce sont des acteurs comme ça. Et ils vont avoir un petit financement, peut-être un abondement, il y aura 1 000 euros, 5 000 euros pour chacune des campagnes sélectionnées. Les incubateurs deviennent des financeurs potentiellement. Réseau Incubator, que vous connaissez peut-être, là, ils en ouvrent vraiment à la chaîne, je ne sais pas combien ils en sont en France, là ils doivent être 15 ou 20. Bon, bah, eux, leur modèle, c'est d'investir 25 000 euros. Alors, il y a la moitié en prestation, mais il y a quand même la moitié en cash. Donc au final, quand on se pose la question de son plan de financement et de l'accompagnement en même temps, on se dit, bon, bah, je peux intégrer une partie de capitaux propres via tel réseau d'accompagnement qui va me financer. Puis dernier exemple sur ce sujet, Shopify. Tout le monde sait qui est Shopify ? Shopify, c'est une plateforme qui permet de lancer un site e-commerce. Donc ça vous permet de gérer les ventes, les paiements, et puis d'avoir votre site en ligne, en fait, tout via Shopify. Donc vous vous inscrivez, vous créez votre site, vous définissez vos produits, votre logo, etc. Et puis vous avez votre site e-commerce en ligne. Shopify a lancé Shopify Capital. Qu'est-ce que c'est que Shopify Capital? C'est du financement des entreprises qui utilisent Shopify en échange de royalties, en échange d'un pourcentage de leur chiffre d'affaires. Et donc ça veut dire que même son prestataire comme Shopify peut devenir son financeur. Donc je ne vous dis pas je pense que je vous ai même apporté un peu de confusion. N'importe qui peut être le financeur. Et nous, par exemple, We Do Good, on est le premier et le seul acteur du financement participatif en royalties. Mais si on va regarder des acteurs qui le font aussi, des royalties, pas forcément de manière participative, en tout cas via une plateforme en ligne, eh bien, on va retrouver comme concurrent Shopify, Alibaba, Amazon, Stripe. Et ça, ce sont des volumes énormes qui se chiffrent en milliards en fait, de dollars, qui viennent financer les entreprises qui font, dès qu'on est sur du e-commerce, sur une plateforme comme ça, c'est facile pour ces acteurs-là de dire on vous finance, l'équivalent de 6 mois par rapport à vos derniers flux, on vous donne 6 mois de chiffre d'affaires d'avance, et puis on va les reprendre pendant 2 ans sur un pourcentage de votre chiffre d'affaires. Ça dépend. Ça dépend des acteurs. Là, en l'occurrence, c'est pas forcément orienté. Non. Alors, on a quelques acteurs, notamment sur les royalties, qui vont orienter vers de la communication en ligne. Certains vont même fournir des cartes de crédit. C'est-à-dire que le financement, c'est même plus un versement sur le compte en banque. Ça va être une carte de crédit qui ne peut être utilisée que pour faire du Google AdWords, du Facebook Ads, etc. Parce qu'ils vont savoir qu'en mesurant vos métriques, et parce qu'ils savent d'où viennent les projets, parce qu'ils mesurent tout ça avec les différents pixels de suivi, ils vont savoir que quand vous faites une campagne Facebook à 10 000 euros, vous faites 50 000 euros de vente. Bon, par rapport à votre marge, ok. Mais si on lui file 50 000 euros d'un coup à ce porteur de projet, combien il va nous rapporter? Ben voilà, on y va. Hop, 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 et on fait ça de manière automatique.
Et du coup, pour certains projets, en fait, les sources de financement deviennent vraiment très intéressantes parce que ça leur fait du non dilutif, payé en fonction des ventes, et ça leur fait du financement de croissance. Et puis, du coup, ça c'est un exemple de We Do Good, c'est une offre qu'on a mise en place, des levées de fonds privées. Sur We Do Good, on a la moitié des entreprises qui font des levées de fonds en privé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on se dit, n'importe qui peut être mon financeur, eh bien, comment on les gère ? Est-ce qu'on peut les faire rentrer ? Et du coup, nous, la moitié des entreprises qu'on accompagne en financement participatif, en fait, c'est du financement participatif privé, où on va avoir, par exemple, plusieurs entreprises du pays de Saint-Brieuc, en Bretagne, qui vont investir sur une entreprise du territoire qui se lance. Parce qu'il y a un réseau d'entrepreneurs assez dynamique, assez proche, et que ça leur fait plaisir de mettre un peu de trésorerie dans un projet local. Où on va avoir parfois des entreprises qui font investir leurs clients ou leurs fournisseurs, ou les deux, dans une campagne, parce qu'au final, nous, on leur fournit en fait tout notre système participatif pour faire de la gestion privée d'investisseurs. Parce que en fait, l'argent est tout autour d'eux et c'est parfois pas là où on l'attend. Et pour un distributeur ou un client ou un fournisseur, ça peut être intéressant de soutenir son partenaire parce qu'on sait qu'il va nous offrir un nouveau débouché de chiffre d'affaires. Donc si on soutient, qu'on y croit et qu'en plus ça nous rapporte un placement de trésorerie intéressant, pourquoi pas y aller. Oui. Ça dépend. Par exemple, vous avez le Social Bar à Paris et maintenant à Bordeaux et je crois qu'il y en a un troisième. Ça doit être autour de Paris. Eux, ils ont fait de l'investissement en capital au début, avec cette idée qu'ils voulaient un système semi-coopératif, mais c'était un cas un peu particulier, parce que du coup, effectivement, on éclate la gouvernance. Donc, ça va être, en l'occurrence, je crois que c'est possible de faire ce type d'opération que sur l'ITA, qui est une plateforme qui est spécialisée sur les projets à impact et qui fait du capital et des obligations. Pour les autres, non. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maintenant être financé dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on doit présenter à nos différentes parties prenantes autour du projet ? J'ai noté trois choses. Être financé, c'est une question de réseau. C'est construire et mobiliser une communauté. Et vous voyez que j'étends cette notion de financement participatif de manière générale parce que le temps où on allait se financer à la banque ou auprès de la personne de la famille qui avait un peu d'argent ou autre chose, c'est fini. On est sur, je vais me financer un peu ici, un peu là et un peu là. Et puis de toute façon, chacun va être très content de voir que quelqu'un d'autre a financé parce que c'est plus facile. Toujours ma petite anecdote du restaurant pour venir participer. Donc on doit animer en tant que porteur de projet et du coup, en tant qu'accompagnant aussi, savoir orienter, savoir avoir des contacts avec des financeurs qui vont pouvoir être pertinents. Sachant que le fait de renvoyer quelqu'un, les mises en relation, c'est toujours beaucoup plus efficace qu'une candidature spontanée sur un site quelconque. C'est une question d'arguments. Les 3 arguments que je liste là, c'est l'équipe, ça c'est du classique, les compétences qu'il y a pour mener le projet, la croissance, le pilotage et de plus en plus du pilotage en temps réel, notamment sur l'exemple que je donnais sur le financement du chiffre d'affaires contre des royalties. Là, on est sur des systèmes où le financeur va contrôler les flux. Alors la banque le faisait déjà, mais là, on est sur des nouveaux financeurs qui vont être en capacité aussi de contrôler les flux parce que Shopify, en l'occurrence, ils voient très bien les montants qui rentrent sur la plateforme, donc ils vont les contrôler et ils vont prélever dessus. Et on a des fonds d'investissement qui se lancent d'ailleurs en royalties, qui vous disent, grâce à l'open banking, connectez vos comptes en banque, recevez une proposition de financement, et puis développez-vous. Voilà. Et ils disent, on fait tout ça en 48 heures. Connectez mon compte en banque, on accepte l'autorisation de prélèvement, et puis on y va, et hop, c'est parti. Et ça explose au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment. Et puis l'impact, de plus en plus. Et ça, c'est vrai en financement participatif, mais aussi de plus en plus avec les financeurs classiques. Et c'est pour ça que j'ai mis l'exemple de Réseau Entreprendre aussi, qui est aussi dans la logique d'accompagnement. L'impact, il est important quand on fait du financement participatif, parce que les gens, ils vont aider quelqu'un, ils vont croire dans un potentiel, un produit qui est sympa, qui est intéressant, et puis sinon, après, ils veulent que ça ait du sens. Le sens, c'est extrêmement important. Et ça devient de plus en plus important aussi pour des acteurs classiques. Donc en fait, dans un sens, ça simplifie les choses parce qu'il faut avoir à peu près la même cohérence dans son projet, dans la présentation de son projet vis-à-vis de tous les financeurs.
Mais il faut y songer. Typiquement, quand je dis l'impact, là, Réseau Entreprendre en train d'évoluer pour créer des emplois, créons des entreprises, pour créer des emplois durables, créons des entreprises durables, à impact positif. C'est quand même un sacré changement. BNP est le leader sur le financement de l'entrepreneuriat social. Ça va jouer énormément, de plus en plus, dans la façon d'aller chercher de l'argent dans les arguments des financeurs. Et un petit exemple que je donnais ce matin, c'est que, par exemple, c'est de plus en plus difficile, en tout cas j'entends souvent ce discours et je le vois aussi, de financer auprès d'une banque. Peut-être parce qu'il y a plus de projets innovants ou en tout cas sans actifs à garantir derrière, mais en tout cas ça semble de plus en plus compliqué. Et pourtant, certaines banques, ou en tout cas certaines sociétés financières comme la Nef par exemple, ont plein d'argent à distribuer. Si vous avez des porteurs de projets qui sont dans l'impact, pensez à les orienter vers la Nef, parce que la Nef a plein d'argent à prêter. Pourquoi ils ont plein d'argent à prêter? Parce que la Banque européenne d'investissement leur a prêté plein d'argent pour faire ça. Et même vous, probablement, quand vous demandez peut-être des subventions ou que vous validez vos plans de financement pour vous, vous avez à justifier à quoi sert l'argent, quel est l'impact que vous avez. Et là, de plus en plus, ça va devenir un critère important pour l'obtenir des financements. Non seulement auprès de particuliers qui cherchent du sens, mais aussi parce que les politiques publiques évoluent. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose parce qu'on a besoin de transition écologique très prochainement. Ça vous parle? Vous le voyez un peu arriver, ça? Bon, ça ne veut pas dire que ça va être nécessaire dans tous les cas, ça dépend des projets, mais en tout cas, c'est une tendance qui est forte et... si demain, il faut absolument avoir un impact pour aller chez Réseau Entreprendre, hop, si on n'est pas capable de le faire, hop, ça switch toute une partie des prêts d'honneur quand même pour une partie des projets. Donc c'est quand même important d'y penser. Si demain, des banques commencent à limiter aussi de cette manière-là, ça va avoir un impact direct sur la capacité des projets à se financer. Et puis, une question de méthode. Pourquoi une question de méthode? Parce que du coup, comme je vous ai un peu perdu dans tout cet univers du financement qui est en extension totale, en fait, il faut identifier les financeurs pertinents, jouer l'effet de levier, de réseau en réseau, en convaincre un qui permet de convaincre plus facilement un autre quand on est sur un plan de financement un peu conséquent. Et puis, que ce soit en financement participatif ou non, du coup, l'accompagnement reste essentiel. Là, c'est un exemple d'un acteur qui accompagne sur comment bien gérer et réussir une campagne de financement participatif. Ils accompagnent sur toutes les plateformes. Mais en fait, la question, elle va se poser même en amont, et eux, ils le font, et nous-mêmes, on le font, alors qu'on est juste une plateforme de financement participatif chez We Do Good. On est systématiquement, quand on est en entretien avec des porteurs de projets, en train de balayer avec eux une liste. Ok, votre plan de financement, c'est ça. Sachez que vous n'aurez pas forcément tout avec nous. De toute façon, ce n'est pas forcément souhaitable parce que c'est un engagement sur votre chiffre d'affaires. Il faut aussi qu'il soit équilibré. Est-ce que vous avez bien validé par rapport au niveau du prêt d'honneur avec quelle banque vous êtes en contact? Est-ce que vous avez quelques capitaux propres à apporter, etc., etc., etc. Et on déroule et on valide que... en fait, ils vont pouvoir construire quelque chose de cohérent et ne pas s'y perdre et perdre trop de temps, en fait. Parce que si on va vers le mauvais acteur, en fait, on passe du temps à argumenter sur quelqu'un qui ne va pas nous financer. Donc, c'est précieux pour l'entrepreneur. Donc, ma conclusion... Après, j'ai bien envie de discuter avec vous pour voir si ça colle ou pas, mais je sais que c'est l'après-déjeuner, donc c'est forcément un peu moins facile. C'est pas vraiment que le financement participatif, par rapport à la question que je posais tout à l'heure, devient un financement comme les autres ou pas. Dans un sens, on pourrait dire que oui, parce qu'en fait, il devient une brique du financement. Mais en fait, les briques du financement possible se multiplient. On peut aller chercher du financement un peu partout. C'est simplement que tout le financement devient du coup participatif et que le financement participatif au sens crowdfunding par une plateforme fait juste que pousser à l'extrême un peu cette logique-là qui était déjà à l'œuvre, qui va être de se dire, bon, finalement, vraiment tout le monde peut être financeur parce qu'on ouvre un projet sur une plateforme et puis on peut faire participer les gens. Donc, par rapport à ça, l'enjeu, c'est pour moi de bien accompagner les entrepreneurs avec on a besoin un peu d'outils parce que c'est impossible d'avoir en tête la liste de toutes les solutions qui existent et de savoir que pour tel projet, à tel moment de sa vie d'entreprise, il pourra lever tel montant avec tel acteur. Et ensuite, il pourra aller voir celle-là, mais il ne faut pas le faire dans l'autre sens parce que ça ne va pas fonctionner au niveau, par exemple, de l'effet de levier par rapport à ses fonds propres. Donc nous, chez We Do Good, et c'est ça que j'ai ce petit flyer en rappel si vous voulez, on a développé un petit site qui s'appelle trouverlebonfinancement.fr et qui fait ce travail
pour le financement participatif. Alors, il est limité au financement participatif, mais ça permet, il y a une petite cartographie que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, vous pouvez nous contacter sur ce site et on vous envoie par la poste une cartographie que vous pouvez afficher si vous voulez. J'aurais dû en prendre avec moi, mais c'était un peu compliqué dans le train. Et ça permet de se dire, bon, en fonction de mes différents critères, quel type de financement participatif est adapté pour moi. Et ensuite, on affiche la liste de toutes les plateformes disponibles. Je crois qu'on affiche 2-3 informations sur leur positionnement, leur spécificité. Donc il y a ça. Et puis après, vous avez évidemment les portails qui sont développés. Alors du coup, il y a un peu une confusion parce qu'il y en a beaucoup qui sont développés par les régions ou les CCI qui viennent justement essayer de répertorier les aides, les différents modes de financement. Donc on travaille avec plusieurs acteurs comme ça. On a travaillé pas mal avec la CCI Pays de la Loire, on a travaillé avec BPI France sur justement comment on vient intégrer brancher une partie financement participatif dans des arbres de décision qui permettent de ne pas perdre trop de temps pour un porteur de projet ou quelqu'un qui l'accompagne pour identifier les solutions adaptées. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet.